Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne For Architecture. Aujourd'hui, on va entamer un sujet qui présente l'histoire de l'écriture, de l'astronomie, de la loi, l'histoire de la civilisation elle-même, après naissance à un seul endroit, pas en Égypte, pas en Grèce, pas à Rome de plus, mais en Mésopotamie. La Mésopotamie est une plaine exceptionnellement fertile, qui est située entre le Tigre et l'Euphrate. Pendant 5 millénaires, ce banc de terre qui constitue l'Irak, le Koweït et la Syrie actuelle a été le foyer d'innovations qui ont changé le monde pour toujours. Il n'habitait près de 12 000 ans. La Mésopotamie au climat stable, au sol riche et lié par de l'eau fraîche, réunissait toutes les conditions pour le développement de l'agriculture. Il y a environ 6 000 ans, certains camps agricoles se sont transformés pour devenir les premières villes du monde. De 4000 à 3100 avant notre ère, la Mésopotamie, elle veut fleurir une constellation de cités rivales. Les Sumériennes, c'est des organisations en cités rivales, c'est-à-dire des cités-États, dirigées par des princes de politique. D'immenses monuments ont été édifiés, des palais, des temples et des ziggourats pour l'observation astronomique et religieuse, pour communiquer avec le Dieu. L'architecture sumérienne. La construction des temples centre à la fois spirituel et administratif. Construction en briques, cuites et crues, car la Mésopotamie dispose de peu de pierres. L'architecture se base sur l'utilisation de l'arc et de la voûte. Les ziggourats, vers le 2e millénaire. La ziggourate dure. Une analyse formelle. Pyramide à 4 étages, d'une base rectangulaire, mesure 65 x 43 mètres. D'un aspect d'une montagne, une terrasse supérieure située à 20 mètres de hauteur qui supportait une temple. Les matériaux utilisés pour la construction de la ziggourate. Les briques crues pour le gros œuvre et les briques cuites pour les façades extérieures. Le dessus est surmonté par un temple dédié au dieu. L'accessibilité se fait par un escalier droit plaqué contre la façade. La vie à Babylone. Babylone est située sur l'un des bras du fleuve l'Euphrate, Buranin en sumérien et Piratum en akkadien, qui coule sur 2450 km. La vie à Babylone, la plus grande et importante des villes de la Mésopotamie ancienne, capitale culturelle et politique à l'époque néo-babylonienne, apogée sous la règne de Nabuchodonosor II, développement scientifique et économique, aménagement du réseau routier et hydraulique, développement technique et architectural, la construction des 8 portes pour la défense dont la porte d'Ishtar. Babylone est située sur l'un des bras du fleuve l'Euphrate, qui coule sur 2850 km. Au cours de l'Euphrate, il prend sa source au nord du lac de Van, dans les montagnes d'Arménie, et après plusieurs changements d'orientation, il se retrouve très proche du fleuve Tigre à son entrée en Babylonie. Le cours de l'Euphrate s'infléchit alors une dernière fois pour couler vers le sud, en se divisant en plusieurs branches, avant de se perdre dans les marécages. Ses eaux se mêlent alors à celles du Tigre et rejoignent le golfe Persique.
Surtout son cours mésopotamienne, l'Euphrate reçoit deux affluents réguliers, le Bali et le Habur. Le régime du fleuve connut une crue spectaculaire, au printemps surtout, avril et mai, liée à la fonte massive des neiges dans les montagnes de l'Est anatolien. Les bras de l'Euphrate. L'Euphrate se divise en plusieurs branches. La première passe par Nippur, appelée l'Euphrate de Nippur, et se poursuit par le Narchari, qui s'appelle le canal du roi, reliant les deux villes de Nippur et d'Uruk. La deuxième, appelée Aratu, traverse la ville de Babylone. Une branche ouest, le Palukatu, quitte la rivière principale au nord de Sippar et apporte de l'eau à l'ouest de Porzipa, où elle approvisionne la région des maris. En outre, les branches de l'Euphrate se subdivisent elles-mêmes en canaux. Ainsi, dans Babylone, on trouve plusieurs canaux, comme le Libi et Gala, situés au sud du complexe palatial. La grande entrée nord de Babylone, avec en perspective la porte d'Ishtar, le palais royal et la voie processionnelle. De beaucoup plus haut, voici la partie ouest de la ville dite ancienne. Le long de l'Euphrate se dresse la muraille de 372 mètres. Nous voyons le cours de la cité avec les grands temples et l'enceinte sacrée. La partie est de la ville, dite ville nouvelle, construite de l'autre côté de l'Euphrate. Un des attraits de cette mégacité antique était le contraste entre ses quartiers surpeuplés, aux maisons entassées formant une immense surface en terrasse, et les grands espaces cernés d'un clos où l'on retrouvait les monuments spectaculaires. La forteresse nord. La partie est de la citadelle devenue plus large du côté du palais royal. Voici le palais royal, le palais de Nabuchodonosor, avec ses 5 grandes cours. L'entrée principale sur la façade donnant à droite donnait sur la cour de l'Est ou cour d'entrée. Cette cour donnait accès à une deuxième, la cour des services administratifs ou cour moyenne. La troisième, sans doute, décorée de briques émaillées, s'ouvrait sur la salle du trône, de 50 x 25 mètres environ, revêtue d'émail bleu. Enfin, la quatrième cour devait être la cour des appartements royaux, et la cinquième semble attribuée à un harem, mais un doute demeure. Cependant, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant cet ensemble architectural colossal. Regardez en haut, à gauche et en bas, les terrasses verdoyantes reconnues pour être les jardins suspendus de Babylone. Le plan épodamien au Proche-Orient ancien. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens, spécialistes et non,
pense que le plan hippodamien est une invention grecque de la côte de la Turquie. Et je dis plus particulièrement une invention de l'architecte grec Hippodame de Milète, dont le plan tire son nom, connu aussi sous le nom de Milétusien, en honneur de la ville de Hippodame était originaire. En moins fréquemment damier en raison des lignes qui font penser au plateau de jeu. Ce plan présente une structure géométrique du fait que les rues se croisent de manière orthogonale pour former des blocs de maisons régulières. De forme carrée ou rectangulaire, sa structure géométrique est sauf considérée comme une preuve de la rationalité grecque, au contraire des villes chaotiques du Proche-Orient ancien où les rues seraient étroites, tortueuses et irrationnelles. Le plan de Babylone du premier millénaire avant Jésus-Christ. À l'époque du bronze récent, l'analyse du Père solaire se retrouve les mêmes règles géométriques dans l'établissement originaire des rues et donc des quartiers urbains. Une nouvelle fondation de cette époque est l'éphémère capitale assyrienne, Kartukulti-Ninurta, fondée par le roi du même nom Tukulti-Ninurta numéro 1, selon un plan géométrique. Enfin, le premier millénaire avant Jésus-Christ connaît la fondation ou la refondation d'un nombre important de capitales royales, comme Dur-Sharukin au Babylone, toute géométrique, toute la topographie savamment programmée en raison de calculs et de modules géométriques qui symboliquement réalisent sur Terre le cosmos et l'harmonie divine. Ainsi, non seulement les villes de nouvelles fondations ont été construites selon une disposition géométrique des rues parce qu'elle était dans un territoire exempt de construction antérieure et des contraintes que cela occasionnait. Mais aussi beaucoup d'autres villes millénaires montrent une préférence pour les rues rectilignes recoupées orthogonalement entre elles. Ce n'est pas le manque de rationalité mésopotamienne qui est responsable de notre incapacité moderne à suivre la longue histoire du plan dit hippodamien, mais plutôt le fait que le peuplement est resté longtemps au même endroit, empêchant une compréhension facile des contours de la ville.